Salut chers apprenants, aujourd'hui sur notre 19e vidéo, on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire, notamment des dérèglements et des déficiences du système immunitaire. Dans le cadre des dérèglements du système immunitaire, on a deux cas à étudier, les mécanismes de l'allergie, ce qu'on appelle les réactions d'hypersensibilité, et l'origine et les caractéristiques de certaines maladies auto-immunes. Et après, on va parler d'un mécanisme de déficience immunitaire, notamment le sida. Pour définir, l'allergie est un phénomène d'exagération pathologique de la réponse immunitaire, en particulier la réaction inflammatoire face à des antigènes appelés allergènes, pour la plupart inoffensifs. Il s'agit d'une forme d'hypersensibilité qui peut être à médiation immorale ou cellulaire. Dans ce document 1, on parle d'hypersensibilité immédiate. La mise en place des allergies se fait en deux phases prédominantes, la sensibilisation et la phase de réaction. C'est l'existence dans l'organisme de cellules sensibilisées prêtes à une réaction exagérée et rapide qui explique l'expression hypersensibilité immédiate attribuée aux allergies. Comme vous le voyez sur ce document, pour le cas de l'hypersensibilité immédiate, on a ici l'allergène que vous avez en vert qui, une fois introduit dans l'organisme, va déclencher une réaction immunitaire à médiation immorale. Les lymphocytes T4 se transforment en LTH, produisent des interleukines qui vont agir sur les lymphocytes B sélectionnés et ces lymphocytes se transforment en plasmocytes qui vont sécréter des anticorps un peu particuliers que l'on appelle des IgE. Ces IgE vont venir se fixer sur de grosses cellules que l'on appelle des mastocytes. Une fois les IgE fixés sur ces récepteurs, on dit que ce mastocyte est sensibilisé. Durant les contacts ultérieurs, ce sont les anticorps fixés sur ces mastocytes qui reconnaissent l'allergène. Et ceci entraîne des dégranulations de substances chimiques, notamment l'histamine, qui conduisent à des réactions inflammatoires comme l'asthme, les rhumes du foie, eczéma. Cette réaction, comme vous le voyez, qui entraîne la production d'anticorps et fait intervenir les lymphocytes B, est une réaction donc à médiation immorale. Le deuxième document, comme vous le voyez à pour titre, mécanisme d'hypersensibilité retardée. L'hypersensibilité retardée n'est pas transmise par le sérum. Elle se manifeste 24 à 48 heures après le contact déclenchant. L'apparition, deuxièmement, maladie de la peau comportant des éruptions de plaques rouges et des vésicules causant des démangeaisons. Le schéma ci-contre montre l'action des cellules immunitaires mobilisées lors du second contact. Vous voyez que ce sont les lymphocytes T qui sont mobilisés. Ces lymphocytes T sensibilisés vont produire des lymphokines qui vont agir sur des mastocytes ou bien des macrophages. Ces cellules vont produire des substances chimiques qui entraînent ces réactions d'inflammation. Donc, on peut retenir ceci. L'allergie que l'on appelle hypersensibilité immédiate est à médiation immorale parce que mobilise les lymphocytes B et entraîne la production d'anticorps appelés IgE. Par contre, l'allergie que l'on appelle hypersensibilité retardée mobilise plus les LT, d'où la qualification de hypersensibilité à médiation cellulaire. Alors, en plus de ces réactions d'hypersensibilité, on a les maladies auto-immunes. Alors, les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux
de l'organisme. Parmi les maladies auto-immunes, on peut voir ici dans le document 3 qui nous montre la classification de quelques maladies auto-immunes, deux grands groupes. Ceux qui atteignent spécifiquement certains organes et ceux qui attaquent de manière non spécifique. Dans le premier groupe, on peut citer la maladie de Down qui attaque la thyroïde par des auto-anticorps stimulant la sécrétion thyroïdienne. On a les maladies qui attaquent la glande surrénale, notamment la maladie d'Abison qui entraîne une destruction des cellules de la cortico-surrénale. On a le diabète juvénile qui attaque les enfants et dans ce cas, les anticorps ont pour cible le pancréas. Ces auto-anticorps détruisent les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sont responsables de la production de l'insuline. On a le rhumatisme articulaire aigu. On a aussi dans ce cas des auto-anticorps anti-myocarde. On a la myostamie qui attaque les muscles. En ce moment, les auto-anticorps vont bloquer les récepteurs à acétylcholine au niveau de la plaque nostrique, ce qui va vraiment bloquer le passage du message nerveux et donc va entraîner un affaiblissement des muscles. On a la sclérose en plaques qui attaque le système nerveux central, détruisant la gaine de myéline. Dans le deuxième groupe, qui est non spécifique, on a l'anémie hémolytique qui a pour cellule cible les hématies. En ce moment, ces auto-anticorps vont aller directement détruire les globules rouges. La polyarthrite rhumatoïde articulaire, dans ce cas, on a la destruction du cartilage articulaire par des cellules tueuses et des auto-anticorps. Aussi, ce qu'on appelle lupus érythémateux qui attaque la peau. En ce moment, les auto-anticorps se liant au noyau des cellules épidermiques entraînent des dégâts. Toutes ces maladies auto-immunes sont dues à des cellules qui devaient protéger notre organisme, notamment les cellules tueuses, les LTC, ou bien les anticorps, qui sont dirigés contre nos propres composants de l'organisme, d'où le terme auto-immune. Alors, en plus de ces maladies auto-immunes, on va parler maintenant d'un déficit du système immunitaire, notamment le sida. Le sida, par définition, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, maladie du système immunitaire provoquée par le virus VIH1 ou VIH, à l'absence de traitement empêchant le développement du VIH. La maladie est quasiment toujours mortelle. Il existe à ce jour pas de traitement permettant de guérir définitivement le sida, d'où l'importance des mesures de prévention. Le VIH, ce virus de l'immunodéficience humaine, appartient à la famille des rétrovirus, dont le matériel génétique est constitué de deux molécules d'ARN identiques. Le VIH se présente sous la forme d'une particule sphérique de 90 à 120 nanomètres de diamètre. Le VIH se caractérise aussi par une enveloppe membranaire dans laquelle sont enchâssées des glucoprotéines d'enveloppe externe nommées GP120 et des glucoprotéines transmembranaires nommées GP41. Une matrice tapissée par des protéines P17. Cette matrice renferme également la protéase virale, que l'on nomme souvent PR. On a aussi une capside tétrazoïdale, constituée de protéines P24 et P7, ainsi que de deux autres enzymes virales, la transcriptase inverse et l'intégrase. Comme on voit dans l'animation, le cycle de multiplication du VIH débute par la reconnaissance spécifique des cellules exprimant le récepteur CD4, dont les LT4, les monocytes et les macrophages.
phage. Les glucoprotéines GP120 du virus reconnaissent le récepteur CD4 ainsi qu'un corécepteur du récepteur CD4. Cette interaction induit un changement conformationnel de la GP120 puis la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique. Cette fusion aboutit à l'entrée du VIH dans la cellule hôte, notamment son contenu, ses enzymes et son matériel génétique. À l'intérieur de la cellule hôte, la capside virale est dégradée, permettant la libération des ARN viraux dans le cytoplasme ainsi que des enzymes virales, dont la transcriptase inverse et l'intégrase. La transcriptase inverse assure la retrotranscription de l'ARN viral en ADN complémentaire. Puis, après dégradation de l'ARN viral, la formation d'un ADN viral double brin. L'ADN viral double brin se circularise et se dirige avec l'intégrase vers le noyau de la cellule hôte en empruntant les pores nucléaires. L'intégrase assure l'insertion. Une fois inséré dans le génome cellulaire, l'ADN viral est appelé ADN proviral. À la suite de cette intégration, l'ADN proviral peut rester silencieux ou s'exprimer à la faveur d'une activation cellulaire. Dans ce cas, l'ARN polymérase de la cellule hôte transcrit l'ADN proviral en ARN messager viral et en ARN viral. Les ARN messagers viraux seront traduits en protéines virales dans le cytoplasme à l'aide de la machinerie de la cellule hôte. Les protéines synthétisées sont sous la forme de protéines de fusion appelées polyprotéines. Les polyprotéines sont ensuite clivées par une troisième enzyme virale appelée protéase. Les protéines virales s'assemblent à proximité de la membrane de la cellule pour construire de nouveaux virus qui sortent de la cellule hôte par bourgeonnement. Ces nouveaux virus infectent d'autres cellules exprimant des récepteurs CD4 et le cycle récapitulatif se répète. Ces mécanismes assurent la multiplication et la dissémination du virus dans l'organisme. Donc, en résumé de ce qu'on vient de voir dans notre laboratoire virtuel, on peut voir ici, d'après ce schéma, le document 1 qui nous montre les étapes du cycle du VIH. Comme vous le voyez ici, il y a la fixation sur les récepteurs CD4. Après, il y a fusion des deux membranes et la pénétration de notre capside qui va entraîner par dégradation la libération des enzymes, mais aussi de l'ARN viral. Alors, l'ARN viral sera transformé en ADN viral grâce à la transcriptase inverse. L'ADN viral va s'introduire dans le noyau et s'insérer dans les chromosomes de la cellule hôte. Ainsi, après l'activation de l'ARN polymérase, on a la synthèse des ARN messagers et de l'ARN viral qui vont ressortir du noyau, se retrouver dans le cytoplasme. Grâce à une protéase, on va avoir la synthèse des protéines spécifiques au VIH qui vont s'assembler et par bourgeonnement vont libérer des milliers et des milliers de virus, conduisant à la mort de notre cellule hôte, notamment la mort des LT4. Ainsi prend fin notre 19e cycle. Merci, à la prochaine.